L'avocat a fait glisser les papiers sur la table en chaîne marquée par le temps, comme s'il abattait la dernière main d'une mauvaise partie de poker. Sa cravate était de travers, son regard là. « Gérard, a-t-il dit à voix basse, si la juge penche en faveur de la mère, on pourrait perdre. » J'ai senti le sang quitter mon visage. Le bourdonnement des néons du palais de justice de Lyon semblait s'intensifier. Quelque part dans le couloir, une porte a claqué assez fort pour faire vibrer les vitres. Mes mains, ces mains qui avaient réparé des barrières de lits cassés et des canalisations bouchées à l'hôpital Édouard Herriot pendant 25 ans, se sont mises à trembler comme si je n'avais jamais tenu une clé à molette de ma vie. En face de moi, Clément n'a pas bronché. 17 ans, grand et dégingandé maintenant, les épaules un peu voûtées comme s'il essayait de se faire plus petit dans un monde qui lui paraissait toujours trop bruyant. Ses yeux étaient fixes, ce même bleu-gris calme qui, à 6 ans, fixait le vide par la fenêtre du salon. Il s'est penché vers moi, si près que je pouvais sentir l'odeur du chewing-gum à la menthe qu'il mâchait toujours quand il réfléchissait, et il a murmuré « Laisse-la parler ». Sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai eu envie de l'attraper par les épaules et de lui dire « Parler ? C'est en parlant qu'elle est partie. C'est en parlant qu'elle a menti. C'est en parlant qu'elle a franchi cette porte il y a 11 ans sans jamais se retourner. » Mais Clément n'a pas scié. Il n'a pas haussé la voix. Il est resté là, comme une pierre au milieu d'une rivière, laissant le courant s'agiter autour de lui, attendant de voir ce qu'il charriait. Ma gorge s'est nouée. J'ai dégluti péniblement et j'ai regardé de nouveau notre avocat. Comment ça, on pourrait perdre ? Il a expiré, se frottant le front. Le juge aux affaires familiales est imprévisible. Vous êtes son beau-père. Vous avez fait tout le travail, vous l'avez élevé, mais biologiquement. Ne le dites pas, ai-je lâché, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Ma voix a résonné contre les murs nus du tribunal, et je m'en suis immédiatement détesté. Les doigts de Clément ont eu un petit soubresaut, rapide, puis se sont immobilisés à nouveau sur son genou. L'avocat a levé une main. Je ne vous insulte pas. Je vous dis ce que la partie adverse va plaider. L'avocat d'Hélène va vous dépeindre comme celui qui l'a privé de son fils, qui l'a contrôlé, qui est assis sur un argent qui revient de droit à la mère. Mon estomac s'est retourné. J'ai revu le visage d'Hélène, son maquillage parfait, ses lèvres brillantes, ce tremblement étudié dans sa voix la dernière fois qu'elle s'était tenue sous la pluie sur mon paillasson. « Je veux juste récupérer mon fils », avait-elle dit, comme si elle ne l'avait pas déposé sur mes genoux telle une valise encombrante. Le murmure de Clément a de nouveau résonné dans ma tête. « Laisse-la parler ». L'avocat s'est penché en avant. « Il faut qu'on reste calme. Laissez-la témoigner. Laissez son avocat débiter ses salades. Ne réagissez pas. » J'ai regardé Clément. « C'est ça que tu veux dire ?» Il a hoché la tête une fois, lentement, avec certitude. C'est comme ça que tout a commencé, en plein milieu du pire moment de ma vie. Juste avant que la juge n'entre, juste avant qu'Hélène n'essaie de s'approprier ce qu'elle n'avait jamais mérité. Mais pour comprendre pourquoi le murmure de Clément était si important, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé le soir où elle est partie. Il y a 11 ans, à Lyon, fin octobre, ça sentait le bitume mouillé et le vent qui remontait du Rhône. Le fleuve était haut cette semaine-là, sombre et rapide, et les arbres le long du quai Saint-Antoine avaient commencé à perdre leurs feuilles, comme s'ils baissaient les bras. Je m'en souviens parce que mes chaussures de sécurité étaient encore humides du travail quand je suis rentré à la maison. J'avais fait l'équipe de nuit à l'hôpital, à colmater une fuite derrière le bloc opératoire, le genre de boulot que personne ne remarque, sauf si vous ne le faites pas. Mes mains puaient l'eau de javel et le métal, et j'avais l'impression d'avoir un clou planté dans le dos. Quand je suis entré dans notre appartement de la Croix-Rousse, la cuisine était allumée. La radio jouait une vieille chanson française qui grésillait quand le vent soufflait mal. Et Clément était assis à table, les genoux repliés sous lui, se balançant très légèrement. Il avait 6 ans à l'époque, petit, maigre, le teint pâle de ceux qui ne voient pas assez le soleil. Hélène était debout près de l'évier, son sac à main déjà sur l'épaule. Au début, je n'ai même pas tilté. J'ai cru qu'elle partait faire une course au Carrefour City ou à la pharmacie de garde. Elle faisait souvent ça, sortir tard pour revenir avec un sac de bêtises et une histoire à raconter. Et puis j'ai vu la valise, près de la porte d'entrée. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qui se passe ? Hélène ne s'est pas retournée tout de suite. Elle a continué de fixer le robinet, faisant couler une eau qui n'en avait pas besoin. Je ne peux plus continuer comme ça, Gérard. J'ai ri, une fois, parce que mon cerveau refusait de comprendre. Continuer quoi ? On fait des coquillettes au jambon. On est jeudi. Elle m'a enfin fait face. Elle était déjà maquillée, coiffée. Elle avait l'air prête,
comme si elle s'était préparée pendant des heures, pendant que Clément était assis là, retenant son souffle. Clément a besoin de plus que ce que je peux lui donner, a-t-elle dit, comme si elle lisait une fiche. Cet appartement, cette vie, ça m'étouffe. J'ai jeté un regard à Clément. Il ne me regardait pas. Il fixait les motifs de la toile cirée, traçant les petits carrés avec son doigt. Silencieux. Toujours silencieux quand l'air devenait lourd. « Hélène », ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. « On vient d'avoir le diagnostic. On a à peine... » « Exactement », m'a-t-elle coupé net. « Le diagnostic, les troubles du spectre autistique, la thérapie, les rendez-vous. Je n'ai pas signé pour ça. » J'ai eu l'impression qu'on me frappait à la gorge. « Tu n'as pas signé pour ton fils ?» Sa mâchoire s'est contractée. « Ne commence pas. » Je me suis avancé. Mes chaussures ont couiné sur le lino. « Commencer quoi? À dire la vérité ?» Elle a regardé par-dessus mon épaule vers la fenêtre. J'ai suivi son regard et j'ai vu des phares dans la ruelle, derrière notre cour. Une voiture, moteur au ralenti. Mon sang s'est glacé. « Tu t'en vas ?» ai-je dit. « Là, maintenant. » La voix d'Hélène s'est durcie. « Je vais vivre ma vie, Gérard. Je suis encore jeune. Je ne vais pas passer le reste de mon existence dans des cabinets de médecins et des réunions à l'école. » Jeune à quel point? Ai-je demandé avant de pouvoir me retenir. Ses joues ont rougi. « Ça ne te regarde pas. » « Oh si, ça me regarde, ai-je dit, la colère montant en moi comme de la vapeur, parce que tu es sur le point d'abandonner ton fils. » Clément se balançait un peu plus vite. Sa respiration avait changé, plus courte, plus rapide. Je voyais ses doigts se crisper sur le bord de la nappe comme s'il cherchait un point d'ancrage. J'ai forcé ma voix à s'adoucir. « Mon grand, c'est pas grave. » Hélène a attrapé la poignée de sa valise. « Il sera très bien avec toi. »« Avec moi ?» ai-je répété abasourdi. Hélène, je ne suis pas... Tu es douée pour ces choses-là, a-t-elle lancé. Tu es patient, tu es... toi. Je l'ai dévisagé. Toutes les petites disputes que nous avions eues au fil des ans se sont soudain alignées comme des dominos. Ses disparitions à des heures indues, le nouveau parfum, sa façon de répéter depuis quelque temps « je mérite mieux ». Puis elle a ajouté « je suis désolée, j'appellerai ». Quand les choses se seront calmées. À cet instant, j'ai su qu'elle n'appellerait pas. « Hélène », ai-je dit, la voix brisée, « regarde-le. » Elle ne l'a pas fait. Elle a contourné la table, a déposé un baiser sur le sommet du crâne de Clément, comme s'il était un chien qu'on laissait chez le vétérinaire, et s'est dirigée vers la porte. Clément n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a juste fixé la fenêtre où le reflet des lumières de la cuisine faisait de l'obscurité extérieure un mur impénétrable. La porte s'est ouverte. Un courant d'air froid est entré, sentant la pluie et la boue du fleuve. Et puis elle s'est refermée. La radio continuait de jouer une chanson triste sur une fille qu'on a perdue. Je suis resté là, figé. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles. Mes mains étaient encore moites de l'hôpital. Je me souviens les avoir regardées en pensant « Comment je suis censé faire ça? Comment je suis censé élever un gamin alors que j'arrive à peine à gérer ma propre vie ?» Clément a murmuré, à peine audible. « Maman !» J'ai ravalé ma salive, clignant des yeux très vite. « Ouais, elle est partie pour un petit moment. » Il fixait la fenêtre. « Elle va revenir ?» J'ai eu envie de mentir, de dire « Oui, mon grand, elle est juste en colère, elle sera de retour demain. » Mais quelque chose en moi, peut-être la part qui avait vu trop de gens attendre des promesses jamais tenues dans la salle d'attente des urgences, n'a pas pu. J'ai tiré la chaise à côté de lui et je me suis assis. Le vinyle était froid. « Je ne sais pas, ai-je admis, mais moi je suis là. » Les yeux de Clément se sont posés sur moi une demi-seconde, puis sont retournés à la fenêtre. Ses doigts continuaient de tracer les carrés. 1, 2, 3, 4, comme s'il pouvait compter pour échapper à la douleur. Dehors, la voiture dans la ruelle a démarré. Les pneus ont éclaboussé une flaque d'eau. Et c'était tout. C'était le moment où ma vie était devenue quelque chose que je n'avais jamais prévu. Le lendemain matin, j'ai prévenu que j'arriverais en retard au travail et j'ai conduit Clément à l'école. Assis sur le siège passager, les mains rentrées dans ses manches, il fixait la route droit devant lui. Le chauffage soufflait un air tiède qui sentait vaguement la vieille poussière. Quand je l'ai déposé, son institutrice m'a pris à part. « Il faut qu'on parle de son évaluation », m'a-t-elle dit gentiment. J'ai hoché la tête comme si je savais de quoi je parlais. Ce n'était pas le cas. Les semaines qui ont suivi le départ d'Hélène ont été un brouillard de rendez-vous,
de paperasse et de factures qui semblaient se multiplier du jour au lendemain. Je passais mes pauses déjeuner en attente au téléphone avec la mutuelle. Je passais mes soirées à lire des brochures de la clinique jusqu'à ce que les mots se mettent à danser. À l'église, je m'asseyais au fond pour que personne ne me pose de questions. Mais un dimanche, une femme plus âgée nommée Marlène, qui sentait la menthe poivrée et portait un manteau qui semblait plus vieux que nous deux, m'a glissé un bout de papier dans la main. « Groupe de parole », a-t-elle chuchoté. « Le mardi soir, dans la salle paroissiale. Le café est horrible, mais les gens sont bien. » J'y suis allé, surtout parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Ce premier mardi, en entrant dans la salle paroissiale, j'ai été frappé par une odeur de café réchauffé et de désinfectant au citron. Des chaises pliantes en cercle, une boîte de viennoiserie de la veille. Il y avait des parents qui semblaient ne pas avoir dormi depuis des années, un grand-père qui élevait son petit-fils, une mère aux yeux fatigués avec un carnet rempli d'horaires de thérapie. Je me suis assis et je n'ai rien dit. Puis, quand mon tour est venu, les mots sont sortis tout seuls. Je m'appelle Gérard, ma femme est partie. Et j'élève son fils. Personne n'a eu un hoquet de surprise. Personne n'a jugé. Ils ont juste hoché la tête, comme s'ils connaissaient cette douleur. Après la réunion, un homme avec une casquette d'ancien combattant, Thierry, m'a tapé sur l'épaule. « T'es inscrit à l'amicale » m'a-t-il demandé. « Je n'ai pas fait l'armée. C'est pas grave, on a du café et des vieux qui savent bricoler. Parfois, c'est tout ce dont un homme a besoin. » C'est comme ça que je me suis retrouvé, un vendredi soir, au bistrot du coin pour le plat du jour, à regarder Clément, assis tranquillement dans un coin avec une assiette de frites, écoutant le brouhaha des anciens qui riaient et se disputaient sur le dernier match de l'OL comme si leur vie en dépendait. Thierry s'est penché vers moi et m'a dit « Tu gardes tous les reçus, Gérard ? Chaque lettre, chaque putain de papier, fais-moi confiance. » Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque, mais je l'ai écouté. Parce que quand votre monde s'écroule, vous vous accrochez à n'importe quel conseil qui semble solide. Et c'est ce que j'ai fait pendant les 11 années suivantes. Je suis resté. J'ai appris les rythmes de Clément, la façon dont il avait besoin que ses chaussettes soient pliées d'une certaine manière, la façon dont les supermarchés bruyants crispaient ses épaules, la façon dont il pouvait se calmer si on s'asseyait 5 minutes dans la voiture et qu'on écoutait le moteur tourner au ralenti. J'ai appris à lui parler sans l'envahir. J'ai appris à lui donner de l'espace sans le laisser dériver. Et lentement, il a commencé à grandir. Pas pour devenir le genre de gamin qui fait des blagues à table ou qui joue au foot dans la cour, mais pour devenir un garçon qui remarquait tout. Un garçon qui se souvenait des dates et des schémas. Un garçon qui, quand je pensais que je me noyais, commençait silencieusement à construire un radeau avec des détails. Je ne le voyais pas à l'époque. Tout ce que je voyais, c'était ma propre fatigue, ma propre peur, ma propre colère qui ne m'a jamais vraiment quitté. Et quand Clément a eu 17 ans et que son petit projet sur ordinateur a soudainement valu 3,5 millions d'euros, cette colère est revenue sous une autre forme. Parce que l'argent n'achète pas seulement le confort, il achète l'attention. Et les gens qui vous abandonnent ont un don pour sentir l'attention comme un requin sent le sang dans l'eau. Alors quand Hélène est réapparue, cette fois sous la pluie avec un avocat et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mon premier instinct n'a pas été la vengeance, c'était la panique. Et maintenant, assis dans cette salle du palais de justice avec ses néons bourdonnants et sa table usée, en entendant notre avocat dire qu'on pourrait perdre, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait encore plus mal au ventre. J'étais resté pendant 11 ans, mais je ne m'étais pas préparé à la guerre. Clément, si. Et tout ce qu'il me demandait, c'était une seule chose. Laisse-la parler. La première fois que l'ordinateur portable de Clément est mort, il l'a fait en silence. Pas d'étincelle, pas de fumée, juste un petit clic et un écran noir qui refusait de se rallumer. C'était un mardi soir de février. La neige s'entassait le long des rues en bancs gris et sales, et la chaudière tremblait comme si elle allait rendre l'âme. J'étais à la table de la cuisine en train de faire mes comptes, qui ne tombaient jamais juste, pendant que Clément, en face, les épaules voûtées, avait les yeux rivés sur l'écran. Il a appuyé de nouveau sur le bouton. Rien. Il s'est figé. Pas paniqué, pas en colère, juste figé, comme si le monde s'était arrêté au milieu d'une phrase. « Eh » ai-je dit doucement, « qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a dégluti. Il ne répond plus. Je me suis penché, plissant les yeux vers l'écran comme si ça pouvait aider. Il a peut-être juste besoin de redémarrer. « Je l'ai déjà fait » a-t-il dit, un peu plus brusquement que d'habitude.
Puis il s'est repris. Désolé. C'est rien, on va trouver une solution. Mais quand j'ai ouvert le capot arrière, mon cœur s'est serré. Le truc tenait avec des vis dépareillées et beaucoup d'espoir. Une occasion d'un dépôt-vente qu'on avait acheté 2 ans plus tôt avec de l'argent que j'avais sorti d'une enveloppe intitulée « Urgence ». « Ça se répare » a-t-il demandé. J'ai hésité une seconde de trop. Clément remarquait tout. « Oui », ai-je dit quand même, « probablement ». Cette nuit-là, après qu'il soit allé se coucher, je suis resté à table avec les entrailles de l'ordinateur étalées devant moi. Une odeur de poussière brûlée emplissait la cuisine. Je n'avais pas l'argent pour un nouveau, loin de là. Alors le lendemain, pendant ma pause déjeuner à l'hôpital, je suis descendu au local de maintenance. Le vieux, celui où les moniteurs cassés et les machines obsolètes allaient mourir. Mon chef m'a vu fouiller dans un bac. « Qu'est-ce que tu cherches, Gérard ?»« N'importe quoi avec un disque dur qui marche. » Il a soupiré. « C'est une longue histoire, prends ce que tu veux, dis juste pas que ça vient de moi. » Ce soir-là, je suis rentré en sentant l'huile de machine et la poussière. Clément m'a observé depuis le couloir pendant que j'étalais les pièces de récupération sur la table. « Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il dit. « Si, assieds-toi. » Pendant 3 heures, nous avons travaillé en silence, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge murale. Je soudais, il regardait. Puis doucement, il a pointé du doigt. « Celui-là va là. » J'ai suivi son doigt. Il avait raison. Quand l'écran a enfin vacillé pour se rallumer, il a laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé qu'il retenait. « Merci », a-t-il dit. C'est la première fois que j'ai compris quelque chose d'important. Clément n'aimait pas seulement les ordinateurs, il les comprenait. À l'époque, l'application n'avait pas de nom. C'était juste des dossiers, des notes et des schémas collés au mur avec du ruban de masquage. Clément rentrait de l'école, mangeait le même sandwich tous les jours, puis disparaissait dans sa chambre. « Tu travailles sur quoi ?» lui ai-je demandé un jour. « Un moyen de rendre les magasins plus silencieux. » Je n'ai pas compris. « Tu veux dire des écouteurs ?» « Non, a-t-il dit patiemment, des schémas. » Il m'a expliqué lentement que l'application décomposait les grands lieux écrasants, supermarchés, gares, en étapes, en chemins visuels, en rappels doux. Une façon de savoir ce qui allait arriver pour que le bruit ne prenne pas le dessus. Je ne comprenais pas le code, mais je comprenais le besoin. Je l'avais vu se bloquer au rayon céréales chez Carrefour quand un enfant criait 2 allées plus loin. La première fois qu'il a essayé de la montrer à quelqu'un, c'était à la bibliothèque municipale, lors d'une petite soirée tech. Des tables pliantes, du café dans des gobelets en carton. Clément se tenait derrière sa table, les yeux rivés au sol. Ceci est un outil de planification et de navigation pour les personnes ayant des troubles du traitement sensoriel. L'ordinateur a planté au milieu de la démo. Clément a fixé l'écran, respirant vite. Il a fermé lentement l'ordinateur portable. « Je suis désolé », a-t-il dit. Cette nuit-là, il n'a pas touché à l'application. 2 semaines ont passé, puis 3. Je l'ai trouvé un soir assis sur son lit, fixant ses mains. « Tu abandonnes ?» ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules. « C'est peut-être stupide. »« Non », ai-je dit fermement. « Ça ne l'est pas. » « Comment tu le sais ?» J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais rentré épuisé, le dos en feu, et où j'avais quand même préparé le dîner parce que quelqu'un avait besoin de moi. Parce que les choses stupides n'aident personne, ai-je dit. Et ça t'aide. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui me terrifiait. J'ai vendu ma vieille camionnette, un Renault Kangoo avec les passages de roues rouillés, mais qui roulait. Je l'ai vendue pour moins que ce qu'elle valait, et j'ai acheté à Clément un ordinateur portable reconditionné qui ne faisait pas de bruit en s'allumant. Quand je le lui ai donné, il m'a regardé comme si je venais de lui offrir la lune. « Tu as besoin de la camionnette ?»« Je peux marcher. On ne peut pas remplacer le temps. » Il m'a serré dans ses bras, un geste maladroit, bref, mais sincère. Les choses ont changé rapidement après ça. Clément a affiné l'application, lui a donné un nom, Symétrie, et a participé à un petit concours à Grenoble. Il n'a pas gagné, mais il s'est fait remarquer. 1 mois plus tard, le journal Le Progrès a publié un court article en page 4. Un adolescent lyonnais développe une application pour les utilisateurs neurodivergents. Je l'ai découpé et collé sur le frigo. Puis il y a eu l'email, l'appel. La réunion dans un café près du Rhône où un homme en costume a parlé de valorisation et de croissance comme s'il commandait son déjeuner. Quand le chiffre est tombé, 3,5 millions d'euros, j'ai eu la tête qui tourne. Clément a juste hoché la tête. Nous n'avons pas fêté ça. Nous avons pris un avocat, un homme calme, plus âgé que moi, qui portait le même costume marron à chaque fois.
Il a parlé de structure, de protection, et a dit une chose qui m'est restée. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Cette nuit-là, j'ai ouvert un dossier en carton et j'ai écrit une étiquette dessus au marqueur noir. Clément, K, tout. Je ne le savais pas encore, mais ce dossier allait devenir la chose la plus importante que j'ai jamais possédée. Parce qu'une semaine plus tard, quand la lettre recommandée est arrivée, elle ne venait pas d'un investisseur, elle venait d'Hélène. Hélène n'a pas frappé la première fois qu'elle est revenue. Elle s'est tenue sur le paillasson sous la pluie, comme si elle était chez elle. Ses cheveux étaient plus foncés que dans mon souvenir. Son manteau était propre et semblait cher. J'ai ouvert la porte et le froid s'est engouffré. « Gérard », a-t-elle dit doucement, « on peut parler ?» Derrière moi, je l'ai senti avant de l'entendre. La porte de la chambre de Clément s'ouvrant d'une fente. Je crois qu'on a assez parlé pour une vie entière. Elle a jeté un regard dans l'appartement, ses yeux se déplaçant vite, jaugeant. Je veux juste le voir. Ce n'est pas un chien, tu ne passes pas juste comme ça. Sa mâchoire s'est crispée. Je suis sa mère. Ce mot m'a frappé comme un marteau. Je suis sorti et j'ai refermé la porte derrière moi. 11 ans. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot comme s'il était neuf. Je n'étais pas bien à l'époque, a-t-elle soupiré. Tu n'étais nulle part, Hélène. Tu es partie. Je suis partie parce que je me noyais. Tu crois que c'était facile, coincé avec un enfant qui... Tais-toi, ai-je dit sèchement, les poings serrés. Ne finis pas cette phrase. Elle a pincé les lèvres, puis a adouci sa voix. Je vais mieux maintenant. J'ai failli rire. Tu ne vas pas mieux en abandonnant ton gamin. Tu ne débarques pas maintenant en prétendant que c'est une sorte de voyage de guérison. Les yeux d'Hélène se sont durcis. Je ne prétends rien. Je récupère ce qui est à moi, voilà. C'était dit. J'ai ouvert la porte et suis rentré sans un mot de plus. Hélène a hésité, puis a suivi. Clément se tenait dans le couloir, son visage pâle mais illisible. « Salut mon chéri », a dit Hélène en forçant un sourire. « Tu as tellement grandi ?» Clément n'a pas répondu. « J'ai beaucoup pensé à toi. »« C'est drôle, ai-je dit. On n'a pas eu de tes nouvelles ?» Elle a fait un geste de la main. « Gérard, s'il te plaît, je ne suis pas venu pour me battre. » Son regard a glissé vers le frigo, s'arrêtant sur la coupure de presse du Progrès. Ses yeux se sont aiguisés. « C'est quoi ça ? Rien qui te regarde. » Elle a eu un sourire lent et mince. On dirait le nom de mon fils. Ma poitrine s'est resserrée. C'est à ce moment précis que sa curiosité s'est changée en calcul. « Je devrais y aller, a-t-elle dit finalement, mais je te recontacterai. »« Non, tu ne le feras pas. » Sur le seuil, elle s'est retournée vers Clément. « Tu m'as manqué, a-t-elle dit doucement. » Clément n'a pas bougé. La porte s'est fermée. La pluie a avalé le bruit de ses pas. Derrière moi, Clément a parlé, la voix neutre. « Elle ment. Tu es sûr ?» Il a hoché la tête. Sa respiration change. Quand elle parle de sentiments, elle respire plus vite. Quand elle parle des choses qu'elle veut, non. Un frisson m'a parcouru l'échine. La lettre de son avocat est arrivée 3 jours plus tard. Formelle, polie, agressive. Madame Lambert cherche à rétablir une relation avec son fils et à aborder certaines questions financières. Mes mains tremblaient en la lisant. Question financière. Notre avocat a lu la lettre 2 fois. Elle veut le contrôle. Elle peut faire ça? Son hésitation a été pire que n'importe quelle réponse. Vous êtes son beau-père. Moralement, vous avez tout bien fait. Légalement, c'est compliqué. Si la juge donne la priorité au lien du sang, on pourrait perdre l'autorité sur la gestion des fonds. Pas tout, mais assez. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au petit matin, Clément était à table, triant des papiers. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'organise. »« Pourquoi ?» Il a levé les yeux vers moi, calme. « Pour le tribunal. »« Clément, ce n'est pas ton travail, c'est une affaire d'adulte. »« Je suis presque un adulte. » Il a poussé une pile de papiers vers moi. Des emails imprimés, des transcriptions de messages vocaux, des dates, des heures. « Tu as gardé tout ça ?»« Oui. »« Pourquoi ?» Il a fait une pause, choisissant ses mots. Parce qu'une fois, elle a dit « Ne m'appelle plus, sauf s'il y a de l'argent en jeu. » Mon souffle s'est coupé. C'était quand? Il y a 6 ans, je me suis souvenu. Hélène ne l'avait pas seulement abandonné, elle lui avait appris quelque chose, que les gens finissent toujours par dire la vérité si on les laisse parler assez longtemps. Et soudain, son murmure au tribunal a pris un sens terrifiant. Assis à cette même table de cuisine, une pile de dossiers se trouvait entre nous, étiquetés de l'écriture précise de Clément. Celui-ci, a-t-il dit, ce sont les emails. Je l'ai ouvert.
des messages imprimés, surlignés en jaune. « Je ne peux pas gérer ça maintenant. S'il te plaît, arrête de me contacter. C'est toi qui as choisi ça, Gérard. » Je ne me souvenais pas de la moitié d'entre eux. Je les avais enfouis si profondément. Celui-là, a continué Clément, ce sont les transcriptions des messages vocaux. Tu les as transcrits? Oui, l'audio était de mauvaise qualité. C'est plus facile à lire. J'en ai pris un au hasard. 15 mars, Hélène Lambert. Je ne veux pas de cette responsabilité. S'il te plaît, ne m'appelle plus. J'ai fermé les yeux. Toutes ces années, je pensais protéger Clément en ne lui rappelant rien. Il s'avère qu'il avait tout entendu. Tu n'aurais pas dû avoir à faire ça, ai-je dit doucement. Il a haussé les épaules. Ça ne m'a pas dérangé. Cette réponse m'a glacé le sang. Les semaines suivantes ont été un flou de réunions et d'appels qui se terminaient toujours par « on verra ce que la juge dira ». L'avocat d'Hélène était bon. Il parlait d'un ton calme, comme s'il s'agissait d'un simple malentendu. Hélène jouait le jeu à la perfection. Lors d'une audience préliminaire, elle portait un pull doux, sans bijoux. Elle avait l'air fatiguée, fragile. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon fils », a-t-elle dit en s'épongeant les yeux. L'avocat d'Hélène a souri à Clément. « Clément, nous sommes si fiers de ce que tu as accompli. Ta mère a suivi ton parcours de loin. » Clément a levé les yeux. « Non », a-t-il dit. Le silence s'est fait. « Non », a répété l'avocat. « Non », a dit Clément calmement. « Si c'était le cas, elle saurait que mon application n'est pas un jeu. C'est un logiciel utilisé par des écoles et des cliniques. Ça aide les gens comme moi. S'il vous plaît, ne minimisez pas son importance. » L'avocat a cligné des yeux, juste une seconde. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas sourire. Pourtant, j'ai failli tout gâcher. Un soir, au bistrot, Thierry m'a glissé une bière. « Elle a un sacré culot. T'aurais dû adopter le gamin à l'époque. » « Je sais. »« Tu pourrais rendre ça public ?» a lancé un autre. « Les réseaux sociaux adorent ce genre d'histoire. » L'idée m'a tenté. Rentré à la maison, le téléphone à la main, j'ai dit à Clément. « Je pense que je vais publier quelque chose. » Il s'est retourné lentement. Ce serait une erreur. Elle nous traîne au tribunal? Oui, là où il y a des règles. J'en ai marre des règles. Clément s'est levé et m'a regardé droit dans les yeux. « Papa », a-t-il dit, un mot rare, toujours délibéré. Les données ne sont utiles que si elles restent factuelles. Le mot « papa » m'a frappé plus fort que n'importe quel argument de l'avocat d'Hélène. J'ai baissé mon téléphone. 2 jours avant l'audience, Hélène a déposé une requête en référé. Notre avocat m'a appelé au travail. Ils essaient d'accélérer, c'est une tactique de pression. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un brouillard, convaincu que tout allait s'effondrer. Clément m'attendait à la porte. « C'est bon », a-t-il dit avant même que je parle. « Ils se précipitent, ça veut dire qu'ils sont dans le flou. Et si la juge se range de son côté quand même ?» Il a réfléchi un instant. « Alors il nous restera toujours la vérité, et la vérité est patiente. » Pour la première fois depuis le retour d'Hélène, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Hélène allait au tribunal avec des histoires. Clément y allait avec des archives. Et tout ce que j'avais à faire, la chose la plus difficile de ma vie, c'était de me taire. Ce matin-là, la salle d'audience sentait la sueur et la nervosité. Hélène était assise à la table adverse, le dos droit, l'air calme. Mon genou battait la mesure sous la table. Je n'arrêtais pas de penser. Je ne suis pas son père biologique. L'avocat d'Hélène a commencé. Il a brossé un tableau prudent, une mère qui avait fait des erreurs, qui avait lutté, qui avait été tenue à distance. « Elle veut seulement ce qu'il y a de mieux pour son enfant », a-t-il dit. Puis Hélène a témoigné. Elle a parlé doucement de sa santé mentale, du fait d'avoir été perdue. « Je n'ai jamais cessé d'aimer mon fils », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je pensais que lui laisser de l'espace était la bonne chose à faire. » J'ai failli me lever, mais je me suis souvenu du murmure. « Laisse-la parler. » Elle a parlé d'anniversaires dont elle ne se souvenait pas bien, d'écoles dont elle écorchait le nom, de thérapies qu'elle prétendait soutenir mais ne pouvait décrire. Puis ce fut notre tour. Notre avocat s'est levé. « Madame Lambert, quand avez-vous assisté pour la dernière fois à une séance de thérapie de Clément ?» Hélène a cligné des yeux. Ça fait un moment. » Combien de temps ? » Plusieurs années. Je ne me souviens plus de la date exacte. « Vous souvenez-vous du nom de son thérapeute ?» Hélène a ouvert la bouche, l'a refermée. Il y en a eu plusieurs. Un murmure a parcouru la salle. « Madame Lambert, êtes-vous au courant que Clément a une allergie documentée aux arachides ? Il n'a jamais eu d'allergie quand il était petit. » L'épaule de Clément s'est raidie à côté de moi. « Seriez-vous surprise d'apprendre que ses dossiers scolaires et médicaux mentionnent cette allergie de manière constante depuis plus de 10 ans ?
Les yeux d'Hélène ont cherché son avocat. Trop tard. La juge s'est légèrement penchée en avant. Ensuite, Clément a été appelé. Il s'est approché de la barre sans hésiter. Sa voix était stable, claire. « Je m'appelle Clément. J'ai apporté des archives. » Il a remis une pile de documents parfaitement organisés. Notre avocat l'a guidé. « Clément, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez conservé ces documents ?»« Oui, parce que la cohérence est importante. Le 15 mars, ma mère a laissé un message vocal disant qu'elle ne voulait pas de cette responsabilité et demandait à ne plus être contactée. L'avocat d'Hélène a bondi. « Objection !» La juge a levé la main. « Rejeté !» Clément a lu les mots sans émotion, puis l'email, puis un autre. Le visage d'Hélène s'est vidé de sa couleur. « C'est sorti de son contexte !» a-t-elle balbutié. Clément a légèrement incliné la tête. Il n'y a aucun contexte où cette phrase implique un soutien. La juge a regardé Hélène. « Madame Lambert, contestez-vous l'authenticité de ces documents ?» Hélène a ouvert la bouche. La refermée. « Non !» a-t-elle murmuré. Quand le jugement est tombé, c'était presque une formalité. La juge a rejeté la demande d'Hélène. Dehors, sur les marches du palais de justice, l'air froid m'a frappé le visage comme la liberté. Hélène est passée devant nous sans un mot. Pas de larmes, pas d'adieu. Juste le vide, là où la vérité l'avait finalement rattrapé. Clément s'est tourné vers moi. « Ça va ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Ouais. Pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. Une semaine après le jugement, Clément et moi marchions le long du Rhône au lever du soleil. L'air était frais, vivifiant. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. C'est comme ça entre nous. Le silence n'est pas un vide à combler. « Tu penses à elle parfois ?» ai-je demandé. Il s'est arrêté. « Oui, mais plus de la même façon. Je ne me demande plus pourquoi elle est partie. Je constate seulement qu'elle n'est pas revenue. Ça avait du sens. » J'ai repensé à toutes les fois où j'ai failli tout gâcher, à vouloir me battre avec du bruit et de la fureur. « Tu étais en colère ?» a dit Clément. « J'avais peur » ai-je corrigé. « C'est différent. » Il a hoché la tête. La colère est bruyante, la peur est fébrile. Je me suis surpris à sourire. On est resté assis là un moment, à regarder l'eau couler, comme elle l'avait toujours fait. Le même fleuve, la même ville, mais un poids différent sur ma poitrine. Plus tard, cette semaine-là, Clément a demandé si on pouvait utiliser la salle paroissiale le mardi soir. Pourquoi faire ? Une réunion, pour les enfants comme moi et leurs parents. Nous l'avons fait. Nous avons installé des chaises pliantes et préparé du mauvais café. Le premier soir, 6 personnes sont venues. La semaine suivante, 12. Un mois plus tard, Clément a utilisé une partie de l'argent de Symétrie pour créer une petite fondation, pour aider les enfants comme lui à avoir les outils dont ils avaient besoin sans avoir à les mendier. Un soir, alors que nous fermions la salle, j'ai enfin posé la question qui me brûlait les lèvres depuis le tribunal. « Comment tu savais ? Ce jour-là, quand tu m'as dit de la laisser parler. » Clément a glissé les clés dans sa poche et m'a regardé. Parce que les gens qui mentent se justifient. Les gens qui disent la vérité n'en ont pas besoin. Quelque chose s'est apaisé en moi. Toutes ces années, j'avais cru que rester signifiait en faire plus, travailler plus dur, tout réparer avec mes mains. Il s'avérait que rester, c'était aussi savoir quand ne pas interrompre le silence. Hélène n'est jamais revenue. Pas d'excuses, pas de seconde tentative. Et c'était très bien comme ça. Parce que la famille, ce ne sont pas ceux qui se montrent quand il y a de l'argent sur la table. Ce sont ceux qui restent quand ta lumière est éteinte, que les factures s'accumulent et que personne ne regarde.